mon ex-femme, atteinte d'une maladie en phase terminale, veut être accompagnée pendant ces derniers jours après avoir été infidèle. Mais maintenant, même ses parents ne veulent pas de ses cendres. Je connais mon ex-femme, Danica, depuis que nous étions enfants. Nous avons grandi dans le même quartier, nous sommes allés à la même école et nous avons été ensemble pendant près de 20 ans, dont 12 ans de mariage. Nous n'avons jamais eu d'enfant, même si nous avons essayé. Elle a fait une fausse couche quelques années après notre mariage, et depuis, les choses ont commencé à changer entre nous. Elle est devenue plus distante, et moi, je continuais à essayer de la soutenir, pensant qu'elle avait juste besoin de temps. Le vrai coup dur est arrivé quand j'ai découvert qu'elle avait une liaison. Ce n'était pas un écart d'un soir. Ça durait depuis des mois, peut-être plus, avec un type qu'elle avait rencontré dans son cours de yoga. Je ne l'ai pas appris d'elle. J'ai reçu un message de la femme de ce type. C'est la première fois que j'ai même soupçonné que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai confronté Danica, elle a nié au début, mais une fois que je lui ai montré les preuves, elle a arrêté de mentir. Elle a dit que c'était une erreur, qu'elle ne se sentait plus vue et que c'était juste arrivé. Je suis parti et nous avons divorcé. J'ai raconté à nos amis communs ce qui s'était passé, puis, pour la plupart, j'ai disparu de ce cercle. Certains sont restés en contact, d'autres non. Quelques-uns m'ont encouragé à lui pardonner parce que, selon eux, Danica traversait juste une mauvaise passe. Je me fichais de ce qu'elle traversait. Rien ne justifie une infidélité. Je ne voulais pas rester avec de la colère, je voulais juste partir. J'avais été celui qui essayait de faire vivre le mariage, seul, trop longtemps. Et je n'allais pas rester avec quelqu'un qui, pendant ce temps, essayait de faire vivre d'autres choses en elle. Cela fait maintenant environ 2 ans. J'ai tourné la page. Je ne fréquente personne sérieusement, mais je vais beaucoup mieux mentalement que lorsque je suis sorti de ce mariage. Je ne pense pas beaucoup à Danica. Le mariage était déjà terminé avant même que je ne m'en rende compte, et j'ai fait la paix avec ça. Et puis, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de Meren, une des rares amies communes avec qui je parle encore de temps en temps. Elle m'a dit que Danica a un cancer du pancréas au stade 4 et qu'il est terminal. On lui a donné moins de 6 mois à vivre. Apparemment, Danica a demandé après moi. Elle veut me voir, elle veut que je sois là pour elle, pas de manière romantique, juste sur le plan émotionnel, je suppose. Elle dit qu'elle a peur et se sent seule, et que je suis la seule personne en qui elle ait vraiment confiance. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Je ne l'ai pas vue depuis que le divorce a été finalisé. Je n'ai pas entendu un seul mot d'elle. Aucune excuse. Aucune clôture. Et maintenant qu'elle est en train de mourir, je suis censé revenir et être son soutien comme si rien ne s'était passé? Meren dit qu'elle ne demande pas grand-chose, juste un peu de temps, une présence, quelqu'un qui la connaisse et puisse être là à la fin. Apparemment, Danica lui a dit que j'avais toujours été son refuge, même quand nous étions séparés. Ça m'a laissé perplexe. Je ne sais pas si c'était censé être réconfortant ou manipulateur, ou quoi que ce soit d'autre. Ça ne m'a tout simplement pas fait du bien. Je ne la hais pas, je ne suis pas en colère tous les jours, mais je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait. J'étais là pour elle quand nous avons perdu notre bébé. J'étais là chaque fois qu'elle se renfermait et ne voulait pas parler. Je m'occupais de tout pendant qu'elle traversait ses hauts et ses bas. Et quand j'avais besoin qu'elle soit au moins honnête avec moi, elle a donné cette partie d'elle à un autre homme. Et d'autres choses aussi. Et elle m'a laissé découvrir tout ça comme un idiot. Et maintenant qu'elle est mourante, je suis censé être celui sur qui elle s'appuie. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non non plus. Je n'ai fait que réfléchir. Une partie de moi pense que ce serait la bonne chose à faire, simplement en tant qu'être humain. Mais une autre partie de moi se demande, où était ce soin quand moi j'en avais besoin? Où était le respect quand je tentais de tout maintenir ensemble? Je ne sais pas si elle essaie de réparer quelque chose ou si elle veut juste du réconfort à la fin. Et je ne sais pas si j'ai en moi ce qu'il faut pour lui offrir ça. Je n'ai pas l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Mais je ne veux pas non plus porter de culpabilité plus tard pour ne pas avoir été là. Reddit, j'essaie juste de savoir quelle est la décision décente ici. Je ne veux pas être un héros ni un martyr. Je ne veux pas non plus revivre le passé. Mais je ne sais pas si je peux regarder cette situation et dire oui sans avoir l'impression de me trahir moi-même. Est-ce que tu le ferais? Est-ce mal de dire non? Mise à jour, au début, je ne comptais pas y aller. Je me suis répété ça pendant des jours après que Meren m'en a parlé pour la première fois.
Je pensais que ça n'avait aucun sens de revoir Danica. Je croyais que je ne lui devais rien, pas après ce qu'elle avait fait. Mais l'idée est restée dans ma tête plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité, de la curiosité, ou une partie de moi qui avait encore besoin de voir jusqu'à quel point elle avait réellement sombré. J'ai envoyé un message à Meren et je lui ai dit de prévenir Danica que je passerais. Elle était dans un petit centre de soins palliatifs privé, pas très loin de l'endroit où nous vivions autrefois. Quand je suis entré, elle était presque méconnaissable. Elle avait beaucoup maigri, son visage était plus fin, sa peau pâle, mais elle portait encore du maquillage, essayant toujours de sauver les apparences, je suppose. Elle a souri, comme si j'étais là pour la sauver de sa maladie, comme si j'étais un miracle. Mais ce n'était que moi, avec une tête qui disait « Qu'est-ce que je fais ici ?» Elle a même plaisanté sur le fait que j'avais l'air plus vieux. Et non, je ne lui ai pas dit ce que moi je pensais de son apparence. Elle n'a pas mentionné ce qui s'était passé entre nous, aucun véritable aveu de quoi que ce soit, juste une conversation superficielle sur des amis communs, des histoires d'enfance, des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Je l'ai laissé parler un moment avant d'aborder la vraie raison de ma visite. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait vraiment me voir. Elle a dit que je lui manquais, qu'elle me considérait encore comme sa personne, même maintenant. Puis elle m'a demandé si c'était évident, parce que je devrais déjà le savoir, vu à quel point nous avions été proches pendant longtemps. Je lui ai répondu que c'était vrai, jusqu'à ce qu'elle s'unisse à quelqu'un d'autre, dans un endroit que je ne pouvais même pas décrire, avec un autre homme. Elle m'a dit que c'était juste, mais qu'elle ne voulait pas mourir avec des choses non résolues, qu'elle n'attendait pas de moi que je prenne soin d'elle ou quoi que ce soit du genre, elle voulait juste un peu de paix, un peu de familiarité. C'est moi qui ai évoqué l'infidélité, je crois que c'était le grand éléphant dans la pièce, mais elle l'avait évité sans vraiment dire grand-chose. Alors je l'ai ramené de manière plus directe. Je lui ai demandé si elle pensait pouvoir compter sur moi maintenant, après ce qu'elle avait fait, alors qu'elle ne s'était même pas excusée tout ce temps, et que la proximité de la mort semblait être la seule chose qui la poussait à revoir sa vie. Elle m'a dit que ce n'était pas le cas, qu'elle avait toujours pensé à moi durant tout ce temps, mais qu'elle savait que j'étais probablement trop en colère pour l'écouter, qu'elle pensait que ce qui lui arrivait pourrait faire oublier les derniers mois, et ne laisser que le souvenir de ce que fut le reste de nos vies. Je lui ai répondu que la mort ne changeait rien. Puis j'ai précisé, entre nous. Parce que, de toute évidence, ça changeait des choses pour elle. Si elle pensait que j'allais oublier ce qu'elle avait fait simplement parce qu'elle allait mourir, elle allait découvrir qu'elle se trompait, comme elle s'était trompée sur notre mariage. Et pour le prouver, je suis parti à cet instant précis. Meren était dans le hall. Quand je suis sorti, elle m'a intercepté et m'a demandé comment ça s'était passé. Je n'ai pas dit grand-chose. Je devais sembler agacé, parce qu'elle m'a demandé ce qu'il y avait. Je lui ai raconté la conversation et ce que j'avais dit. C'est là qu'elle m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Apparemment, la famille de Danica ne sait pas pourquoi nous avons divorcé. Ils croient que je l'ai simplement quitté, que je me suis senti dépassé après la fausse couche et que je me suis éloigné, que je l'ai abandonné émotionnellement, et que j'ai décidé que je ne pouvais pas gérer le deuil. C'est la version de l'histoire qu'elle leur a racontée. C'est ce qu'ils croient. Pour eux, je suis le type qui n'a pas su gérer une épouse brisée. Je n'ai pas dit grand-chose à Meren non plus. J'ai juste hoché la tête et je suis parti. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Je suis resté assis un long moment dans la voiture. Je n'étais même pas en colère. J'étais, dans un état second, à penser à tout ce que je venais de découvrir, en plus du choc de voir mon ex-femme mourante. Quant au mensonge, je suppose que j'aurais dû le voir venir. Je veux dire, c'est une personne infidèle. Quelqu'un qui te cache qu'elle a couché avec un autre type. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle aille dans la vie en disant qu'elle a été infidèle et que c'est pour ça que son mari l'a quittée. Mais ça m'a quand même pris par surprise. Pas qu'elle ait menti, mais la facilité et la spontanéité avec lesquelles elle l'a fait. Ce qui, avec le recul, ne devrait pas me surprendre non plus. Maintenant, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je ne l'ai pas recontacté, et je ne compte pas le faire. Je ne sens pas qu'il y ait encore quelque chose à dire. J'y suis allé en pensant que je trouverais peut-être une sorte de clôture, ou au moins quelque chose d'honnête. Ce que j'ai eu, c'est la même version soigneusement éditée d'elle-même que j'ai essayé d'oublier ces 2 dernières années. Elle veut du réconfort dans ces derniers jours, mais pas au point d'assumer ses responsabilités. Elle veut le pardon sans offrir la vérité. Elle veut se sentir aimée à nouveau sans affronter ce qu'elle a réellement fait.
Et apparemment, elle est d'accord avec le fait que sa famille continue de croire que c'est moi qui l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi, que c'est moi qui ai baissé les bras. Une partie de moi pense que je devrais laisser tomber. Après tout, elle va mourir. Quel est l'intérêt? Mais d'un autre côté, moi, je ne vais pas mourir. Et même si ça ne m'a pas affecté directement, ça me dérange de savoir que d'autres personnes me voient comme le méchant, alors que c'était elle. Peut-être que le cancer est le karma pour ce qu'elle a fait, et non la punition d'une pauvre femme qui a souffert dans son mariage et qui souffre encore maintenant. Et je ne sais pas si je peux rester les bras croisés et la laisser faire, ni pour elle ni pour moi. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ma visite à mon ex, mais cela m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce qui se passe encore dans mon dos. Tout cela donne l'impression d'une sorte de réplique tardive, comme si les dégâts réels ne prenaient fin que maintenant. J'ai obtenu ce que j'étais venu chercher, même si ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quoi qu'il arrive après, elle devra l'affronter sans moi. Je mettrai à jour si quelque chose change, mais pour l'instant, j'en reste là. Mise à jour 2, d'accord. Je suis un menteur. J'y suis retourné. Jetez-moi la pierre. Mais pas pour la réconforter. Pas pour la soutenir. Je suis retourné la voir pour lui poser une seule question, pourquoi mentir? Je connaissais la réponse, mais je voulais la voir me la dire. Quand je suis arrivé, elle avait l'air surprise. Elle a même souri, pensant que j'avais changé d'avis. Je jure que ce n'était pas mon intention de lui donner cette impression, mais ça ne m'a pas dérangé non plus. Je lui ai demandé directement pourquoi elle avait dit à sa famille que je l'avais abandonnée, pourquoi elle continuait à mentir. Elle m'a regardé avec lassitude et a simplement dit, il ne comprendrait pas. Je ne voulais pas qu'il me déteste en sachant que j'avais fait quelque chose comme ça. Je suis resté là, debout un moment, attendant autre chose. Peut-être des excuses sincères. Peut-être une once de remords. Mais rien n'est venu. Elle a haussé les épaules à nouveau et a dit, qu'est-ce que ça change maintenant? Laisse-moi mourir avec ça. Au moins, ça ne t'affecte pas tant que ça, et ça me donnera la paix à la fin. Je lui ai dit que je ne continuerais pas à jouer à son jeu. Qu'elle n'avait pas le droit de faire de moi le méchant juste parce qu'elle était en train de mourir, pour pouvoir partir l'esprit tranquille. Alors elle a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle avait peur, qu'elle ne voulait pas mourir détestée, que j'étais la seule personne qui la connaissait vraiment. J'étais sur le point de partir quand elle a dit quelque chose qui m'a glacé. Elle a dit qu'elle devait me dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard, que l'homme du yoga n'avait pas été le seul. Sa raison de me l'avouer était qu'elle voulait mourir la conscience tranquille. Elle l'a dit à voix basse, comme si elle avouait avoir oublié de sortir les poubelles, pas comme si elle admettait quelque chose qui pouvait détruire quelqu'un. Il y avait eu une autre infidélité. Une brève apparemment, avec un collègue de travail. Ça s'est passé pendant que je m'occupais de ma mère dans ces derniers mois. Je vivais pratiquement à l'hôpital à cette époque. Elle a dit qu'elle s'en souvenait à peine, que ça ne signifiait rien, qu'elle était juste dans un endroit sombre. Et moi, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont je courais chaque nuit depuis l'hôpital pour rentrer à la maison, croyant que nous traversions ensemble le deuil. Elle me trompait pendant que je veillais ma mère en train de mourir. Elle ne me l'aurait jamais dit si elle n'était pas mourante. Et à ce moment-là, c'était comme si elle le disait juste pour se libérer, pas pour moi. Je suis simplement parti. Ensuite, j'ai appelé Meren. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que Danica avait menti à tout le monde, que ce n'était pas qu'une seule infidélité, et que je ne comptais plus garder ses secrets. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti, je lui ai juste dit que si elle allait continuer à la couvrir, alors nous n'avions plus besoin de parler. Danica est restée silencieuse, puis elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle ne savait rien de tout ça. Quelques jours plus tard, la sœur de Danica m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle était blessée, qu'elle avait dû apprendre tout ça par Meren. Elle a dit qu'elle ne savait plus quoi croire. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème, et que si elle voulait la vérité, elle pouvait aller la demander directement à sa sœur. Je ne ressens aucune culpabilité pour tout ça. Je n'essaie pas de ruiner les derniers instants de vie de Danica. Mais je ne vais pas protéger quelqu'un qui m'a jeté et qui a menti à tout le monde pendant des années. Si la vérité sort, ce n'est pas mon problème. C'est ce qui est juste. Je ne vais pas me taire simplement parce qu'elle est en train de mourir. Je ne vais rien faire de plus. La mort n'efface pas ses péchés de son vivant. Et je ne vais pas non plus les dissimuler en pensant qu'elle recevra un châtiment divin ou quelque chose du genre.
Je ne sais même pas si je crois à ce genre de choses. C'est pourquoi, si quelqu'un me demande, je dirai la vérité. Je ne vais pas l'annoncer dans le journal le plus lu de la ville, mais si Meren a déjà commencé à le dire, eh bien, ce n'est pas mon problème. Si elle veut trouver la paix avant de partir, elle peut commencer par dire la vérité. C'est ça, la vraie paix qu'elle doit trouver. Je ne vais plus porter le poids de ses fautes. Elle m'a demandé d'être à ses côtés pendant qu'elle meurt. Je ne le serai pas. Elle a eu de nombreuses occasions d'être honnête, quand ça comptait vraiment. Si elle avait été sincère, si elle m'avait dit qu'elle ne voulait plus être avec moi, pour quelque raison que ce soit, mais avant de me tromper, aujourd'hui je serais probablement à ses côtés pour l'accompagner. Mais maintenant, je m'en fiche complètement. Mise à jour 3, quelques jours après tout ça, je pensais que l'histoire s'arrêtait là. J'avais déjà fait la paix avec ma décision de m'éloigner complètement, de laisser mon ex faire face à son jugement final, mais le jugement des vivants, pas celui d'après la mort. Je ne suis pas allé raconter la vérité partout, mais je l'ai dite aux personnes qui m'ont posé la question ou à celles qui comptaient pour moi. Parmi elles, il y avait des gens qui avaient cru à la version qu'elle avait vendue, et qui sont venus me voir parce qu'il y avait désormais une nouvelle version qui entrait en contradiction avec celle-là. Puis, un jour, un colis matelassé est arrivé dans ma boîte aux lettres. Pas d'expéditeur, mais j'ai su que ça venait d'elle dès que j'ai vu son écriture. J'ai hésité à le jeter. Pendant une dizaine de minutes, je suis resté debout, le paquet à la main. La curiosité a fini par l'emporter. J'avais besoin de savoir ce qu'elle voulait cette fois. À l'intérieur, il y avait une courte note, seulement quelques lignes, juste quelques phrases disant qu'elle était désolée de ne pas m'avoir tout dit plus tôt et qu'elle espérait que maintenant, tout prendrait plus de sens. Et il y avait une clé USB. J'ai failli ne pas la brancher, mais je l'ai fait. C'était juste sa voix. Un enregistrement. Elle se parlait à elle-même, comme dans un journal intime. Elle disait qu'elle savait que probablement je ne lui parlerais plus jamais. Qu'elle ne m'en voulait pas. Puis elle a commencé à expliquer des choses que, honnêtement, je ne pensais plus vouloir entendre. Mais je suis resté jusqu'au bout. Elle a dit que l'infidélité n'avait pas commencé quand je l'ai découverte. Que ce n'était pas le début. Elle a dit qu'elle m'avait trompé à plusieurs reprises, même avant notre mariage, et qu'elle avait continué sur ce schéma tous les quelques années, quand les choses devenaient difficiles. Elle a justifié cela en disant qu'elle avait peur de perdre son identité. Que lorsque tout devenait trop lourd, quand j'ai perdu mon travail pendant quelques mois, quand sa mère est tombée malade, quand on essayait d'avoir un enfant sans succès, où elle se sentait étouffée et ne savait pas comment demander de l'aide. Alors elle faisait la seule chose qui lui donnait un sentiment de contrôle. Elle n'a pas pleuré pendant l'enregistrement. Ce qui, pour moi, dit tout sur son degré de froideur. Sa voix était calme, parfois un peu tremblante, mais sans sanglots ni discours baignés de culpabilité. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait répété ça 100 fois et qu'elle voulait juste s'en débarrasser. Puis est venue la partie qui m'a vraiment retourné l'esprit. Elle a dit que la fausse couche n'en était pas une. Ce n'était pas spontané. Elle savait que ce n'était pas notre enfant. Elle était tombée enceinte pendant l'une de ses aventures et elle avait interrompu la grossesse discrètement. Je me suis blâmé pendant des années de ne pas avoir été plus compréhensif après ce qu'on avait traversé. Je me souviens de ces nuits, à rester éveillé à ses côtés, croyant qu'on partageait ensemble cette douleur, cette épreuve. Mais j'étais le seul imbécile. J'étais en deuil pour quelque chose qui ne m'appartenait même pas. Elle a dit qu'elle n'avait jamais envisagé de me le dire, mais que maintenant tout la rattrapait, son corps, sa santé, sa conscience, et qu'elle n'avait plus de temps. Elle n'a pas demandé pardon dans l'enregistrement. Elle n'a pas dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Ça ressemblait plus à un effort de nettoyer sa conscience, comme si le fait d'avoir avoué tout ça allait lui ouvrir les portes du paradis. À la fin, tout ce que je sais, c'est que j'ai écouté l'enregistrement jusqu'au bout. Ensuite, je suis resté assis là, longtemps, totalement engourdi par tout ce qu'on venait de me vomir à la figure. Le pire, c'est qu'elle a pensé, et j'imagine qu'elle avait fait ses propres calculs, qu'il n'y avait aucune chance que ce soit mon enfant. Mais je pense aussi qu'elle a avorté au cas où il y aurait ne serait-ce qu'une infime possibilité que ce ne soit pas le mien. Je n'arrive pas à croire à quel point tout ça est malsain. Je suis hors de moi. À ce stade, je ne sais même pas si je préférerais qu'elle ne soit pas en train de mourir, juste pour ne jamais avoir découvert tout ça. Peut-être qu'avoir vécu dans l'ignorance, en croyant que j'étais séparé d'une femme qui m'avait trompé une seule fois, aurait été mieux. Je n'ai raconté à personne ce qu'il y avait sur cette clé USB. Pas même à Meren, ni à sa sœur,
qui continue encore de m'envoyer des messages pour me poser des questions sur tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je ne le partage pas. Je crois que c'est parce que c'est trop lourd à dire à des gens qui te connaissent. Le faire ici, avec des inconnus depuis un compte anonyme, c'est plus facile. Mais je sais que le jour viendra où ces enregistrements seront entendus par d'autres. Je ne sais même plus avec qui je me suis marié. Je ne crois pas avoir jamais vraiment su. Tu peux connaître quelqu'un pendant des années, toute ta vie même, et ne jamais vraiment connaître ne serait-ce qu'un gramme de cette personne. C'est étrange, parce que je ne ressens même plus de colère. Je suis juste épuisé. C'est une fatigue mêlée à de l'impuissance et de l'incrédulité. Pas une fatigue qu'on soulage en dormant. C'est un autre type de fatigue, bien plus tordue, plus sombre comme mon ex. Elle a dit que je méritais la vérité. Mais je pense que je la méritais il y a des années, quand on aurait encore pu changer quelque chose. Maintenant, tout ce que ça a fait, c'est brûler ce qui restait. Je ne compte pas répondre à sa lettre. Je ne compte pas la revoir. Je pensais ressentir quelque chose en écrivant tout ça. Mais je ne ressens rien. Peut-être que c'est à ça que ressemble le deuil quand il se mélange à la trahison. Mise à jour 4, elle est décédée il y a 2 semaines. Le cancer du pancréas a finalement fait ce que rien d'autre dans sa vie n'avait semblé pouvoir accomplir, y mettre fin, et exterminer le vrai cancer qu'elle était. C'est sa sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit que les funérailles auraient lieu dans quelques jours, et que Danica m'avait beaucoup mentionné dans ces derniers instants. Je pensais que ce serait tout. Mais ensuite, on m'a demandé si je voulais dire quelques mots pendant la cérémonie. On m'a dit, mot pour mot, tu as été son premier amour. Cela signifierait beaucoup pour la famille. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Je n'ai pas non plus dit non. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à tout. Je savais exactement quel genre de discours ils attendaient. Ils savaient pour son infidélité, mais espéraient qu'avec cet événement, je dirais quelques mots polis, respectueux, et que ce serait tout. Quelque chose sur un amour d'enfance, une longue histoire, peut-être même une phrase comme quoi, les choses n'avaient simplement pas fonctionné. Mais après tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a caché, j'ai décidé que je n'allais plus faire semblant. Ni pour elle, ni pour sa famille, ni pour personne. J'ai accepté de prendre la parole. Les funérailles ont eu lieu dans une petite chapelle locale. Le pire endroit pour dire toutes ces choses, mais s'il existe un Dieu, j'espère qu'il saura me pardonner. Ce n'était pas plein, mais il y avait pas mal de monde. Sa famille, des amis, quelques personnes de son groupe de yoga habituel. Non, la personne avec qui elle m'a trompé n'était pas là. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Certains semblaient surpris de me voir là, en particulier ceux qui savaient pour la première infidélité. La personne qui dirigeait le service a fait un bref discours. Ensuite, la sœur de Danica a parlé, puis une de ses amies. Puis ce fut mon tour. Je suis monté, j'ai respiré profondément, et j'ai gardé les choses simples. J'ai dit que je n'allais pas mentir. Que Danica et moi nous étions connus presque toute notre vie. Que nous avions été ensemble près de 20 ans, mariés pendant 12. C'est beaucoup de temps à partager une vie, suffisamment pour croire que l'on connaît quelqu'un. J'ai dit que notre mariage ne s'était pas terminé parce qu'on s'était éloigné. Il ne s'est pas terminé à cause du stress, de l'argent, ou de l'ennui. Il s'est terminé parce que Danica a choisi de me tromper plus d'une fois, avec plus d'une personne. Je leur ai dit qu'elle avait eu une aventure pendant que je m'occupais de ma mère mourante. Qu'elle en avait eu une autre ensuite. Qu'elle avait gardé des secrets jusqu'à sa mort. Et je leur ai dit que la fausse couche que nous avions eue n'en était pas une. Qu'elle avait interrompu la grossesse parce que l'enfant n'était pas de moi. J'ai simplement dit la vérité, exactement comme elle s'est produite. Je n'ai pas essayé de rendre mon discours plus grand qu'il ne l'était. Et s'il l'était, c'était uniquement grâce au propre mérite de tout ce que Danica avait fait de son vivant. J'ai dit que je n'étais pas là pour pleurer quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'étais là pour m'assurer que la vérité ne disparaisse pas avec elle, peu importe où elle se trouve désormais. Et que ni l'endroit ni le moment ne m'en empêcheraient. Cette femme m'a menti en face. Elle a réécrit l'histoire de notre mariage pour passer pour la victime. Je ne lui portais plus aucune affection. Ensuite, je suis descendu de l'estrade. Personne n'a essayé de m'arrêter. Certaines personnes sont parties avant la fin de la cérémonie. D'autres sont restées là, les yeux rivés au sol. Sa sœur ne m'a rien dit. Ses amis non plus. Et je ne sais pas comment j'aurais réagi si on m'avait dit,
tu as gâché ça pour Danica. Je me fiche qu'il me déteste pour ce que j'ai dit. Mais je n'aurais pas aimé qu'on me le dise. Je ne regrette rien. Elle a passé 2 ans à essayer de me faire passer pour le méchant d'une histoire dans laquelle je n'ai rien fait d'autre que d'être loyal envers quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle m'a demandé de la consoler pendant qu'elle mourait, mais elle n'a jamais rien fait pour le mériter. Ni quand elle était en vie, ni quand elle est tombée malade, ni même dans cette lettre. Alors j'ai fait ce qu'elle n'a jamais eu le courage de faire, j'ai dit la vérité. Pas seulement pour moi. Pour tout ce qu'elle a manipulé. Pour tout ce qu'elle a trompé. Cet avortement qu'elle a choisi d'avoir, par peur d'être découverte ou peu importe la raison, aurait aussi pu être le neveu de sa sœur, le petit-fils de ses parents. Et peut-être aurait-il été mon fils. Les gens méritent de savoir qui ils pleurent. Je ne vais plus porter le poids de ces mensonges. En ce moment, Meren détient la copie des enregistrements. Et ce qu'elle en fera m'est complètement égal. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et ceux qui veulent me croire le peuvent. Je ne suis pas assez naïf pour penser que, parce que les gens vont entendre les enregistrements, ils vont croire en moi. Après tout, chaque jour un politicien est filmé en train de voler, et les gens continuent à le défendre. Alors je ne vois pas pourquoi ça devrait être différent ici. Mais les preuves sont là. Et ceux qui ont besoin d'y croire ont ce qu'il faut pour le faire. Mise à jour 5, comme certains m'ont demandé de partager les conséquences de mon discours et de l'enregistrement audio, j'écris cette publication, qui, je l'espère, sera la dernière. Ce n'est pas comme ces autres histoires où l'ex réapparaît avec une nouvelle révélation. Même si, en y repensant, mon ex semblait toujours avoir quelque chose de plus à dévoiler. J'espère ne pas recevoir un appel de son avocat avec une surprise de dernière minute, mais si ça n'est pas arrivé ces dernières semaines, je doute que ça arrive à l'avenir. Je vais commencer par ses parents, qui ont écouté l'enregistrement grâce à la sœur de Danica. J'ai eu une conversation avec eux, et elle a été un peu difficile. Ils m'ont présenté leurs excuses pour tout ce qu'ils auraient pu faire, même si, à mes yeux, ils n'ont rien fait de mal. Ils ne m'ont jamais attaqué à cause du divorce, ni essayé de s'en mêler. Mais clairement, ils ne savaient rien des infidélités, et encore moins des choses évoquées dans l'audio. Le plus choquant, c'est que Danica avait demandé à être incinérée, et ses parents conservaient les cendres chez eux. Mais après avoir entendu l'enregistrement, ils ont failli les jeter à la poubelle. Finalement, c'est la sœur qui a choisi de les garder. Elle m'a aussi appelé pour s'excuser, et je ne lui en veux pas d'avoir gardé les cendres, comme si elle défendait encore Danica malgré tout ce qu'elle avait fait. La réalité, c'est que ça m'est complètement égal. Je ne vais pas me préoccuper des cendres d'une personne horrible. Ensuite, j'ai reçu des appels de nombreuses personnes qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer. Il y a aussi eu le silence, de la part d'autres dont j'attendais un signe, mais qui ne sont jamais revenus vers moi. Et curieusement, certaines personnes m'ont contacté alors que je n'attendais absolument rien d'elles. Voilà les conséquences. Les seules conséquences qui comptent vraiment pour moi, c'est que je considère désormais tout ça comme un simple obstacle sur le chemin de ma vie. Et maintenant que mon ex-femme n'est plus de ce monde, il est temps pour moi de continuer la mienne.